Donc, je n'étais pas entrepreneur parce que je voulais être entrepreneur. C'est ça mon point, là. C'était juste que j'avais le goût de faire des projets avec ce que j'avais appris sur les bâtiments écologiques. Et donc, quand tu rassembles un groupe de personnes pour œuvrer et créer quelque chose de nouveau, ben, c'est une entreprise qui ajoute de la valeur au monde. Il y a ceux qui parlent, ceux qui sermonnent, ceux qui jugent, et il y a ceux qui font. Bienvenue dans Entrepreneurs du Vivant, le podcast des entrepreneurs et entrepreneuses qui régénèrent la planète et les humains. On construit le monde d'après sans renier nos ambitions, sans renier notre humour, notre liberté, et sans sacrifier non plus notre compte en banque. Pas de greenwashing, pas de dogme, pas de bullshit culpabilisateur, et surtout pas d'injonction bien pensante à la noix, on est nature. Simplement des gens qui passent à l'action, qui refusent de se contenter d'un hobby écolo pour la bonne conscience, ou alors de porter le dernier projet green, institutionnel, trendy, absolument vide, pendant que le monde crame. Régulièrement, vous verrez des entrepreneurs qui osent penser autrement, vendre autrement, vivre autrement. Ici, on transforme l'économie, par conséquent le monde, pour de vrai, et on le fait avec joie. Aujourd'hui, on reçoit un homme qui incarne l'action dans sa forme la plus concrète. Un homme qui est passé de guide d'expédition dans le Grand Nord canadien à cofondateur de plusieurs entreprises dont Solutions ERA, l'une des organisations les plus influentes au Québec dans le bâtiment écologique et dans les modes de vie régénératifs. Francis Gendron. Ce qui m'a frappé dans son parcours, c'est qu'il ne s'est pas lancé dans l'entrepreneuriat pour faire du business. Il s'est lancé pour faire quelque chose, pour répondre vraiment à un appel intérieur, partager, inspirer, créer. Et en cela, on a un parcours très similaire. Et de fil en aiguille, sans certitude, sans capital de départ, parfois même sans légitimité technique, il a réussi à bâtir une entreprise qui a formé des milliers de personnes, qui a construit des lieux de vie exemplaires et qui a touché des centaines de milliers d'autres, voire même des millions via ses contenus. Et dans cet épisode, on va explorer comment on passe de l'aventure en pleine nature à l'aventure entrepreneuriale, comment on ose se lancer sans être expert, en apprenant au fur et à mesure finalement, et comment on trouve les ressources financières, humaines, personnelles aussi, pour faire vivre une vision, même quand on n'a pas grand-chose au départ. Et puis aussi comment on tient la barre quand les tempêtes économiques frappent, parce qu'il y en a bien sûr, et tout cela sans perdre ses valeurs. Si tu as senti que ton idée était trop petite pour commencer, si tu as déjà repoussé ton projet parce que tu pensais manquer d'expertise ou manquer de moyens ou autre, si tu veux voir comment on peut grandir en restant aligné même dans un secteur aussi exigeant que l'écologie, eh bien cette conversation va certainement t'inspirer, te bousculer, te donner envie de passer à l'action, je l'espère. Je te souhaite une très bonne écoute. Donc Francis, merci d'être là, merci d'être parmi nous dans Entrepreneurs du Vivant. Super heureux de te retrouver ici parce que ça fait quand même un petit moment qu'on se suit mutuellement. On a un Oui. parcours assez commun et ça fait longtemps qu'on se côtoie, mais là on est en discussion ensemble et je trouve que c'est génial. J'attendais un peu ce moment depuis longtemps. Yes, On bonjour. a Ben, merci de m'inviter. Bah super, très très content. Je pense qu'il va y avoir plein de choses intéressantes dans ce podcast, puisque on va parler de ton parcours, on va parler de ton parcours d'entrepreneur, d'aventurier, de comment Mhm. tu as fait vivre tes valeurs dans ton aventure entrepreneuriale. Et ça va aider beaucoup de gens. Je pense que ce soit des entrepreneurs qui débutent, qui se lancent, jusqu'aux peut-être plus aguerris. Donc écoute. Comment dire, rite initiatique, on va dire, du départ. Est-ce que tu peux te présenter avec tes mots? Est-ce que tu peux assez rapidement nous faire un résumé de ton parcours ou de qui tu es? Oui, oui, ben écoute, moi, ben, c'est Francis Gendron, premièrement, surtout connu pour avoir cofondé Solutionnera. Mais si je vous fais en version là, rapide, moi, quand j'étais plus jeune, j'ai étudié en fait en tourisme d'aventure, donc aucun rapport avec l'entrepreneuriat. Donc, tu parlais d'aventurier. Ben oui, j'étais littéralement un aventurier où est-ce que mon travail, c'était de guider des longues expéditions de 30 jours et plus. Je sais que pour la plupart des gens en Europe ou ailleurs dans le monde, ça peut paraître long, mais tu sais, au Canada, tu peux partir à un endroit où pendant 30 jours, tu vois personne d'autre que le groupe avec qui tu es parti. Donc, j'ai guidé des longues expéditions pendant quand même plusieurs années, jusqu'à ce qu'un jour, justement, j'entende parler un petit peu plus des changements climatiques et tout ça, et j'avais un envie de contribuer à ma façon en amenant un petit peu de ce que j'avais développé. Hein, tu sais, les expéditions, c'était pour développer le leadership et la communication à travers l'adversité. C'est ça l'objectif de ces expéditions-là. On amenait des jeunes de 16 à 18, 19 ans là-dedans. Et puis, j'avais le goût d'amener ça, communication, leadership, mais dans des choses vraiment concrètes, comme par exemple, au début, j'avais un intérêt pour la permaculture. Je ne suis jamais devenu un expert là-dedans, mais j'ai facilité puis j'ai aidé à créer des cours de permaculture au Québec. Et ensuite, sur l'éco-construction, que ça, il y avait comme une opportunité parce qu'il n'y a personne d'autre qui faisait ça.
Donc, quand je suis allé étudier ça aux États-Unis, il y avait vraiment quelque chose de le fun avec ça. J'ai commencé à faire des vidéos YouTube à ce moment-là par intérêt pur. C'était l'époque où je savais même pas. Ben, d'ailleurs, la plupart des gens ne savaient pas que ça existait un influenceur ou tout ça. Tu sais, c'était vraiment début 2010-2012, il n'y avait pas grand-chose encore. Et donc, je faisais des vidéos juste honnêtement parce que je pensais que c'était pour mes amis, pour ma famille. Je voulais leur montrer ce que je faisais et tout ça. Finalement, c'est drôle, j'étais sur YouTube hier, puis on a plein de vidéos qui sont rendues avec plus d'1 million de vues. Tu sais, dans le fond, c'est des vidéos que j'ai filmées il y a 14 ans, hein. Puis ça a continué à avoir tu sais, une certaine visibilité, tout ça. Ce qui m'a lancé, je dirais pas contre mon gré, pas du tout, mais c'est important, je pense, vu que c'est les gens avec qui on va parler aujourd'hui, là, avec les gens qui vont écouter ça. Euh, donc, je n'étais pas entrepreneur parce que je voulais être entrepreneur. C'est ça mon point, là. C'était juste que j'avais le goût de faire des projets avec ce que j'avais appris sur les bâtiments écologiques. Et je voyais bien que ça ne se ferait pas toute seule. Hein, c'est pas quelque chose que j'allais faire tout seul moi-même. Et donc, quand tu rassembles un groupe de personnes pour œuvrer et créer quelque chose de nouveau, ben, c'est une entreprise qui ajoute de la valeur au monde et aux gens qui font les formations et tout ça. Fait que finalement, c'est devenu Solutionnera au départ. Et plus tard, quand Solutionnera avait une certaine maturité, avait réussi à créer un certain chiffre d'affaires, ben, on a décidé de créer nos propres projets exemplaires. Tu sais, dans le fond, c'était le fun de parler de maisons écologiques, mais on voulait aussi pouvoir créer nos propres projets. Et c'est ça qu'on a fait dans les dernières années avec les Oasis, entre autres à Sutton, où je suis présentement, et à Eastman. Super, super. Alors un parcours assez riche qui part de finalement, moi j'ai envie de parler des débuts, j'ai envie de parler des tout débuts, les moments Mhm. qui sont un peu les moments de doute, les moments de, tu sais, où on cherche un peu sa légitimité, où on est vraiment dans le tout départ. Ouais, Alors comment t'es venue cette idée de, je crois qu'il y a eu une rencontre à Taos, il s'est passé quelque oui, chose. oui. Comment t'es venue cette idée de te lancer dans ce domaine-là de bâtiment écologique? Oui, très bonne question. Fait qu'au début, il faut comprendre, moi, tout ce que j'ai fait dans ma vie, je ne l'ai jamais fait avec l'objectif de soit faire de l'argent ou partir une entreprise ou quoi que ce soit. C'était vraiment, ça commençait par un intérêt personnel. C'est-à-dire, j'avais vu le film de Michael Reynolds, Le guerrier des poubelles, The Garbage Warrior. Je l'avais vu ce film-là et j'ai tout de suite fait comme wow, tu sais, pour moi, il me semblait être un mentor intéressant. Puis quand je rencontre des mentors intéressants, moi, je fais ce qu'il faut pour aller les rencontrer en personne puis apprendre avec eux. Je suis allé voir sur Internet, puis ça a donné qu'il partait une nouvelle académie. J'étais dans la première cohorte de ce qu'ils appelle l'Académie des Earthships à Taos, au Nouveau-Mexique. Et donc, je suis allé sur place pendant 4 mois apprendre avec lui l'aspect théorique et l'aspect technique, dans le sens où on construisait aussi des bâtiments l'après-midi, là. Donc, l'avant-midi, c'était théorique. L'après-midi, on était en construction avec eux, avec son équipe. Puis, fait que j'ai appris là-dessus. C'était pas mon intention du tout, comme je disais, de partir une business ou quoi que ça. J'étais pas là-dedans partout, mais je me rendais compte que l'information que j'apprenais était en anglais, puis je voyais nulle part sur Internet l'information en français. Donc, je me suis acheté une caméra, puis j'ai commencé à filmer des vidéos, puis tout ce que je faisais, c'est que j'expliquais ce que j'avais appris en anglais, en français, le soir, après ma journée de travail. C'est Et j'ai marrant, commencé à mettre ça sur YouTube doucement. Comment tu ouais, disais? non, je dis c'est exactement ce qui s'est produit pour moi quand j'étais à l'Institut de recherche en permaculture en Australie. OK. Même topo, même chose. Je voudrais juste que tu nous dises rapidement ce que c'est qu'un Earthship, quand même, pour les gens qui ne connaissent Mhm. pas forcément ça. Et Michael Reynolds, qui est un architecte, Oh. qui a mis ça au point. Oui, oui, absolument. Oui, c'est une bonne question. Hésite surtout pas, hein, quand il y a des trucs comme ça, Bien je me sûr, lance, puis pas de quand c'est problème. pas clair, ou si j'utilise des termes québécois qui sont incompréhensibles. Donc, Michael Reynolds, c'est ça, c'est l'inventeur, donc des années 70. C'était un architecte qui a inventé ou créé un concept que lui-même a appelé les Earthships, qui venait d'une idée de prendre des matériaux recyclés pour créer des habitats autonomes, qui, dans le fond, comment lui il les explique, c'est qu'il dit que c'est des habitats qui interagissent avec les phénomènes naturels pour créer une abondance d'eau, nourriture, chaleur pour les habitants qui sont à l'intérieur. Et lui a développé ça à Taos, au Nouveau-Mexique, dans un endroit. La raison pourquoi il l'a fait là, c'est que le climat est extrêmement aride et difficile. Fait que c'est dit, si je suis capable ici, ça va être possible pour les autres ailleurs. Puis aussi que c'était tellement un climat difficile et aride que personne n'habitait là parce il est haut en altitude. Et donc, il n'y avait pas de besoin de permis ou de quoi que ce soit. Tu sais, ça a pris comme 30-40 ans avec la civilisation se rende à lui. Puis que là, il disait, OK, gang, là, il va falloir que vous faisiez attention, puis qu'il y ait un code du bâtiment, puis tout ça, parce que jusqu'à date,
il faisait un peu ce qu'il voulait là, les 20-30 premières années. Ok, donc bâtiment autonome qui permet de produire de la nourriture très peu énergivore, enfin tout ce qu'on aime Oui, en fait. oui, Donc tu fais cette formation, tu es un des premiers à faire cette académie. oui. Tu prends ta caméra. Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? Tu t'as pas un peu peur de passer à l'écran? T'as pas un petit Ah, peu de soucis de comme je te dis, légitimité? j'avais comme une petite chance qui était vraiment mon ignorance complète. Tu sais, moi, littéralement, là, je sais qu'il y en avait qui utilisaient déjà YouTube, mais pas moi à ce moment-là. Vraiment, Hmm. YouTube, pour moi, c'était un nouveau truc qui était comme, ah, je pense que c'est une place où tu peux mettre tes vidéos, puis comme ça, tes amis les regardent. Fait que oui, il y avait un petit stress de genre avoir l'air bizarre, mais c'était pas, j'avais aucune idée qu'il y aurait des étrangers qui verraient ces vidéos-là, tu comprends? À part peut-être là, quelques-uns que mes amis auraient partagés, mettons là. Donc, j'avais cet avantage-là, un peu qui était comme l'ignorance du potentiel de la chose. Contrairement à si, mettons, quelqu'un se lançait aujourd'hui puis qui est très au courant de cela. Donc, oui, il y avait un petit peu de cela, mais une des choses qui a été mon approche tout au long, puis que je crois qui est une des clés si on veut avoir plus confiance en soi, c'est, ça paraît bizarre à dire parce que pour certains, dans leur tête, c'est l'opposé, mais c'est d'être humble. C'est-à-dire que je prétendais vraiment pas à être un professionnel du bâtiment écologique. Au contraire, je le disais clairement que je connaissais rien, mais que j'étais en train d'apprendre, puis je trouvais ça intéressant. Puis vu que je voyais pas cette information-là nulle part, je la partageais, mais vraiment en toute humilité, là. Et donc, dans ce cas-là, tu sais, si quelqu'un me disait, hey, c'est faux telle affaire, je dis, ah, ben, je m'excuse, je vais vérifier. Tu sais, je partais vraiment pas d'un espace où est-ce que j'essayais de défendre, tu sais, mes connaissances ou montrer que je suis un expert. Fait que dans ce temps-là, je trouve que c'est considérablement plus facile d'avancer, surtout quand on commence, puis que justement, moi, j'en étais pas un expert, là. J'étais pas, je connaissais pas vraiment la construction avant d'aller là-bas, donc Ouais, bah, ça c'est vraiment intéressant. C'est souvent quelque chose qui est beaucoup mis en avant par les gens qui veulent entreprendre, c'est d'avoir cette fameuse expertise, d'attendre d'avoir mhm. cette fameuse expertise, alors que c'est pas du tout nécessaire. Exact. On s'en aperçoit bien. Il y a un public qui a envie d'avoir des enseignements et qui sont pas forcément. Ils en connaissent déjà beaucoup moins qu'une personne qui elle-même a fait une première formation. Et donc on peut Et- commencer déjà à communiquer sur tout ça. Et dans la suite des événements. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment l'idée de l'entreprise est venue? Comment ça s'est structuré tout ça en toi? Comment ça a pris naissance? Oui, très bonne question. Donc pendant que j'étais là-bas, à Taos, au Nouveau-Mexique, j'ai eu des moments forts. C'est-à-dire que, tu sais, c'est comme eux, ils habitent dans un village qui s'appelle le Greater World, le monde meilleur. Et nous, on habitait là avec eux. Mais on habitait dans des vieux. Moi, j'avais pas d'argent, bien entendu, dans ce temps-là. Fait que j'habitais dans les vieux là, qu'il avait construit. Moi, celui dans lequel j'habitais, il l'avait construit en 10 jours. Il avait dit, OK, on va faire un test, on va essayer de construire une maison en 10 jours, juste avec des matériaux naturels et recyclés, pour voir si, tu sais, si, mettons, là, c'est la fin du monde, est-ce qu'on est capable de se créer quelque chose qui va nous offrir de l'eau, de la nourriture, de la chaleur, mais en 10 jours, on le construit. Fait que c'était vraiment, là, c'était comme du camping à l'intérieur, là, tu sais. Sauf que j'habitais là, puis je me levais le matin, puis il y avait de la neige dehors, parce que moi, c'était en février que je le faisais, puis là-bas, c'est tellement, même si au Nouveau-Mexique, c'est en altitude, fait qu'il y a de la neige qui tombe. Et j'étais super bien, puis il n'y avait pas de système de chauffage dans la maison. Puis honnêtement, ça me marquait, là. Je ne savais pas que ça existait, tu sais, moi, je ne savais pas que tu pouvais créer des habitats qui n'ont pas besoin de chauffage, puis qui restent, tu sais, peut-être qu'ils faisaient, mettons, 17 degrés à l'intérieur, fait que c'était pas aussi confortable qu'une maison tu sais, mettons ici au Québec, là, les gens ils veulent toujours que ce soit 21 exactement. Fait que là, c'était pas tout à fait ça. Mais crime, aucun coup, il avait construit ça en 10 jours. J'étais impressionné. Fait qu'il y a eu plusieurs moments comme ça qui ont fait comme j'aimerais ça faire de quoi avec ça. J'aimerais ça faire de quoi avec ça, mais je ne savais pas quoi. J'avais jamais entrepris quoi que ce soit non plus. Fait que ce que j'ai fait au début, c'est qu'il fallait faire un stage, tu sais, comme pour terminer, pour avoir notre certificat pour les Earthship, la Earthship Academy. Il fallait faire un projet personnel pour répandre l'information ou pour innover dans le domaine. Fait que moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est faire 100 conférences au Québec. Fait que j'ai commencé avec ça, moi. J'ai commencé en faisant 100 conférences. Je me promenais, j'habitais dans ma van. Donc, je dormais en arrière dans ma van. Et puis, je me prenais d'une ville à l'autre au Québec. Puis, je faisais des conférences. Encore en toute humilité, il y a eu des conférences où il y avait une personne. Il y a eu une conférence où il y avait deux personnes. Il y a eu des D'accord. conférences où il y avait 250 personnes aussi.
C'est dingue, Fait c'est dingue. que, Je veux t'arrêter là sur ce point, sur le point des conférences, parce que j'imagine ça a quand même, lancé certainement pas mal les choses. oui, Parce que là, quand même, tu te présentes comme quelqu'un qui transmet un peu plus. ouais. Comment tu trouves le courage et comment tu trouves le défi de te dire, je vais faire 100 conférences à travers le Québec avec mon camion? Oui, ça, c'était bon. Ben, C'est un premièrement, tu sais, challenge? je me dis, comment? C'est un challenge que tu te donnes? Ben, tu sais, effectivement, j'avais besoin de faire un stage. Tu sais, c'était obligatoire pour avoir le certificat. Il fallait que je fasse un stage. Puis à ce moment-là, j'avais $0, j'avais pas de terrain. Et donc, l'idée de comme construire mon propre projet me semblait encore lointain pour moi. C'était comme, je voyais pas de chemin pour me rendre à ça. J'avais déjà un van. Tu sais, mon van, je l'avais déjà. Puis j'étais déjà habitué d'habiter dedans parce que moi, quand j'étais guide de plein air, j'ai habité dedans pour faire le tour de l'Amérique du Nord à plusieurs reprises et tout ça. Fait que c'était un style de vie qui était relativement confortable pour moi. J'avais pas d'argent, mais en vivant dans ma van, ça me coûtait presque rien de vivre non plus. Et donc, puis je m'étais dit, tu sais, ça me ferait plaisir de. J'étais quand même très motivé rendu là, c'est 4 mois plus tard. J'ai fait des vidéos, j'ai vu que certaines personnes, ça semble les intéresser, ils me posent des questions, puis j'ai le goût de faire connaître ça, honnêtement. Là, je suis quand même assez drivé par le faire connaître. Et il y a cette approche-là qui devient de plus en plus claire pour moi, c'est je vais être très, très humble parce que mon idée, c'était je vais faire connaître le concept, mais tu sais, moi, je ne suis pas un constructeur. Fait que j'espérais qu'il y aurait des constructeurs qui allaient venir, qui allaient dire waouh, c'est donc bien bon, puis qui allaient le faire eux. Tu sais, que moi, je n'aurais pas besoin de faire ça. C'était ça mon espérance. C'était pas que moi, j'allais faire quelque chose. Je me disais, je vais faire connaître le truc, puis j'espère qu'il y a des gens qui vont prendre ça, puis qui vont le construire parce que c'était juste parce qu'ils ne connaissaient pas ça. Fait que, donc, c'est là que ça partit. Puis, et encore, tu sais, quand je parle l'humilité, dans le sens que moi, quand je donnais les conférences, au début, là, il y avait peu de gens, puis les gens me posaient des questions, puis je ne savais pas la réponse. Je ne le savais pas. Mais au lieu de faire semblant de savoir, je leur disais, puis vraiment, là, je leur disais, donne-moi ton nom, numéro de téléphone, et je vais te rappeler ou te renvoyer un courriel avec la réponse. Je ne connais pas la réponse, mais je vais la trouver. Et quand tu pars avec cette attitude-là, comme tu l'as mentionné au début, là, c'est pas grave si tu n'es pas un expert, aucun problème. Tu vas le devenir. Tu vas devenir pas mal meilleur. Parce que si à chaque fois que quelqu'un te pose une question, tu t'engages à y répondre, il y a un moment donné où, après 50 conférences, tu connais la réponse aux questions. Parce qu'on s'entend, les mêmes questions reviennent la plupart du temps, là. Et donc, à un moment donné, ben, je les savais, les réponses à ça. Tu as développé une sacrée expertise certainement en chemin, hein, ça Avec le temps, en allant chercher les réponses. Puis aussi, je le disais aux gens, moi, je me considère plus comme un généraliste. Si tu veux une question ultra précise sur la plomberie dans tel contexte et tout ça, je suis pas plombier, tu sais, fait que je la connaîtrais peut-être pas. Puis ça, c'est moins mon intérêt. Moi, ce qui m'intéressait, c'était plus de comprendre les grands concepts pour aider un peu comme le commun des mortels à prendre des bonnes décisions et non pas être le technicien super expert sur le terrain. Fait que ça, c'est resté encore aujourd'hui. C'est pas mon objectif. Il y a des gens que c'est leur vie, tu sais, c'est des experts en plomberie, c'est des experts en électricité, tout ça. Alors, je laisse à ces gens-là leur, leur expertise. Moi, Qu'est-ce que ça t'apporte finalement comme résultat, entre parenthèses, ces 100 conférences? Donc, sans conférence, puis pendant ce temps-là, bien sûr, les vidéos YouTube continuent de monter parce que les gens qui voient les conférences vont voir ça aussi. Ce que ça m'apporte, ben, je réussis à vivre de ça parce que ça, c'était l'époque avant, je déclare rien. Là. Tu sais, c'est à l'entrée, à l'entrée, ils me donnent l'argent, je le mets dans ma poche. C'est pas une entreprise, c'est pas officiel, c'est tout en dessous de la table. Là, C'est c'est les vraiment. prémices. Là, Comment? c'est les prémices des premiers revenus, finalement. Oui, Ces conférences, exact. elles ne sont pas gratuites, elles sont payantes en final. Au début, ils sont gratuites. Au Ok, début, ils sont gratuites, au d'accord. tout début. En échange, je vais dans des lieux où la salle est gratuite. Fait que là, je peux le faire gratuitement. Tu sais, Ok. c'est des cafés à Montréal, c'est des trucs comme ça où est-ce qu'ils me disent hey, viens chez nous, c'est gratuit. Puis je te donne un repas puis une bière, mettons, là. Puis un peu comme les débuts d'un artiste, là, tu sais. Puis Ok. on offre ça gratuitement, mais en échange, les gens, ils vont acheter des choses, tu sais, qui vont venir dans le café, ils vont acheter des choses. Bah, Mais ok. éventuellement, il y a deux choses qui se passent. Premièrement, ben, si je veux le faire dans certaines salles, il faut que je paye pour la salle. Fait que là, Mhm. ça me coûterait quelque chose. Fait que là, je suis comme, ouais, si ça me coûte quelque chose de donner la conférence, ça commence à être moins le fun. Puis l'autre chose, c'est que je me rends compte, il y a un événement super marquant dans ma vie. En fait, je suis dans une de ces soirées-là. Puis je donne la conférence, puis il y a un homme qui vient me voir, puis il dit, pour vrai,
ta conférence vient de changer ma vie. C'est comme, ça va donner une nouvelle destination à ma vie. C'était extraordinaire. Puis j'avais juste un petit pot dans lequel il pouvait donner du type, tu sais, qui pouvait donner une contribution volontaire. Fait que là, il me donne, je me rappelle plus combien, mais quelque chose comme 2 ou 3 dollars. Fait que ça a changé sa vie. Il me donne 2 ou 3 dollars. Et là, il va commander une bière au bar, justement. Et là, la personne lui amène la bière, puis il lui donne aussi 2 ou 3 dollars de type à la personne qui avait amené la bière. Et là, dans mon cerveau, ça fait comme, wow, je viens de changer sa vie. J'ai pris 2 heures, j'ai donné une conférence complète sur un sujet que ça fait des mois et des mois que j'étudie en profondeur. Il m'a donné 2 dollars. C'est pas qu'il est méchant ou quoi que ce soit, c'est juste, je demande rien. Fait que pour lui, il dit, je vais te donner 2 dollars. Tu sais, c'est gentil, j'ai donné un type quand même, c'est une contribution volontaire. Puis il a donné 2 dollars à la personne qui a amené une bière. Ça lui a pris 2 secondes. Puis ça l'aide pas sa santé, ça n'a pas changé sa vie, ça n'a rien fait. Fait que là, mon cerveau, il a fait comme s'il y avait quelque chose qui ne connectait pas dans ma tête. Fait que j'ai dit, OK, maintenant, je vais te demander 10 dollars. Mais si tu n'es pas satisfait à 1 million de pourcents, je te rembourse avec plaisir. Tu sais, c'est comme, il n'y en a pas de problème. C'est pas parce que je veux ton argent, mais c'est juste comme, ça va commencer à faire une petite base. Puis si tu ne trouves pas que ça valait 100 pièces la conférence, je te le redonne ton 10 pièces. Tu sais, je vais ajouter vraiment plus de valeur que ce que je demandais en échange. Mais c'est comme, puis ce qui est ironique là-dedans, j'avais déjà entendu ça en développement personnel, des fois il en parle, mais à partir du moment où j'ai commencé à charger, plus de gens se sont présentés. Plus de gens, pas moins de gens, plus de gens, parce que c'était devenu comme quelque chose d'officiel. C'était comme, ah, il y a une vraie conférence qui vient en ville, contrairement à avant où c'était comme un hippie qui se promène dans sa vanne puis Ouais. qui Ça fait des donne un trucs peu, gratuits. Là. ça donne un peu d'autorité un petit peu aux choses, de crédibilité, tu penses, le fait d'avoir amené ce tarif? Ce tarif, exactement, qui était très clairement une contribution, mais qui allait être remboursé s'il n'y avait pas de satisfait. Mais finalement, tout le monde était toujours satisfait. Fait que finalement, ça a commencé. Fait que oui, après, je ne me rappelle plus c'est quoi le chiffre exact, là, mais mettons après 20, 25 conférences, j'ai commencé à charger. Et là, ça a été les débuts de comme, hey, OK, ben regarde, tu sais, quand 250 personnes se te présentaient, c'est déjà arrivé. Ah, Ça super. fait 2500 $. C'est comme, wow, OK, je pourrais peut-être. Et surtout, ce qui arrive, c'est que là, je commence à faire un petit peu d'argent avec ça. Et c'est surtout que je me rends compte de 2 choses. Premièrement, il commence à y avoir beaucoup de gens qui m'écrivent sur YouTube, puis par courriel, puis tout ça. Puis j'aimerais ça leur répondre, mais ça va me prendre toute ma journée s'il faut que je réponde à tout le monde qui m'écrit à ce moment-là. Fait que là, je trouve ça un petit peu moins le fun. Et puis l'autre chose, c'est que à la fin des conférences, et ça, c'est une clé peut-être pour les entrepreneurs, là, tu sais, quand tu te lances, tu commences petit, puis sois à l'écoute de ce que les gens demandent et disent. Et moi, les gens, ils viennent me voir et ils disent, hey, tu donnes-tu des formations? C'est vraiment cool ce que tu m'as dit, mais tu sais, dans une conférence, tu n'as pas le temps d'apprendre à faire la chose. Tu as le temps de savoir c'est quoi la chose, mais tu n'as pas le temps d'apprendre concrètement comment le faire. Et donc, ils demandent, est-ce que tu offres des formations? Puis à ce moment-là, ma réponse, c'est non. Mais après avoir reçu le commentaire 5, 10, 15 fois, je me dis, hey, peut-être qu'il faudrait que je crée des formations. Ce serait peut-être une bonne chose d'offrir des formations. Par contre, je me sens aucunement légitime. Je me sens légitime de donner une conférence de 2 heures sur le 4 mois d'apprentissage que j'ai fait, mais commencer à donner des formations. Je ne suis pas un professionnel du bâtiment au Québec. Je ne connais pas assez ça. Je n'ai jamais construit ce type de bâtiment-là au Québec non plus. J'ai fait, par exemple, des bâtiments en climat froid là, à New York, puis parce que mon stage était terminé au Vermont puis à New York, donc proche du Québec, mais aux États-Unis. Donc, j'en ai construit dans ces climats-là, mais je me sens vraiment pas légitime. Et là, c'est là que, et c'est une idée que je considère comme vraiment bonne, que j'encourage les gens à faire. Si tu as une idée, mais que tu ne te sens pas légitime, entoure-toi des bonnes personnes. Et donc, je suis parti dans une quête de trouver une dizaine d'experts, 10 à 15 experts, qui étaient les experts du bâtiment écologique du Québec de cette époque-là. Et j'ai essayé de les rassembler pour créer notre première formation qui s'appelait le certificat en design de bâtiment écologique, qui était dans le fond, et le certificat en design de bâtiment écologique vient du fait que j'avais fait un PDC, un Permaculture Design Certificate, en 12 jours, qui avait fait en 6 week-ends. Puis j'avais dit, le concept est tellement bon, 6 week-ends, un week-end par mois pendant 6 mois, puis tu as la chance d'apprendre comment faire de la permaculture. Mais là, moi, je me suis dit, je vais faire exactement la même chose, mais ça va être un certificat en design
de bâtiments écologiques au lieu de permaculture. 6 week-ends. Puis finalement, c'était devenu 20 experts. Donc, 20 experts sur 6 week-ends. Puis moi, je fais juste l'introduction. Moi, là, les 10 premières éditions du certificat, donc les 5 premières années, tout ce que je faisais, c'est que je faisais la première journée de formation pour mettre un contexte et tout ça, présenter le monde. Et j'étais présent à chaque cours pour présenter les professeurs. Dans le fond, j'étais seulement un facilitateur. Je ne donnais pas les formations ni l'expertise. C'était des profs qui la donnaient au lieu. Fait que j'étais en soutien Là, aux élèves, j'organisais la chose et tout ça. on a quelque chose qui se produit là et qui est quand même très intéressant pour notre audience, c'est que tu deviens finalement ce que c'est qu'un entrepreneur aussi le peut être, c'est-à-dire un chef d'orchestre, où Exact. si par hasard la compétence on l'a pas, le budget on l'a pas, et ben ça peut être les autres qui nous l'amènent. Donc Exactement. c'est ce que tu as été chercher pour. En fait, on trouve des solutions à partir du moment où on n'a pas certaines choses. Et c'est là que tu as vraiment l'état d'esprit entrepreneurial dès le départ. Il s'est passé combien de temps là avec ce premier design de formation de design de bâtiments écologiques avec celui de la rencontre à Taos Oui, donc avec, 2012, début 2012, là, février 2012, j'ai fait la formation à Taos. Ouais. Je te stoppe juste 2 secondes dans ta vidéo pour te parler de quelque chose qui est important. Je m'appelle Benjamin Broustet, j'ai créé plusieurs entreprises régénératrices de la planète et des humains ces 15 dernières années. Je suis notamment le fondateur d'Ecopreneur, de Permaculture Design, d'une entreprise dans la gestion de l'eau et de l'éco-construction. Et si tu regardes cette vidéo, c'est peut-être que tu cherches du sens dans ton quotidien en lançant pourquoi pas une entreprise à impact pour la planète et les humains. Peut-être que tu n'as pas encore d'idée, peut-être que tu ignores par où commencer. Ou alors tu l'as peut-être déjà lancé cette entreprise, mais elle peine à devenir rentable ou à passer au niveau supérieur. Donc si tu es dans ce cas-là, je t'invite à t'inscrire à mon prochain webinaire dans lequel tu vas apprendre comment l'écopreneuriat peut créer un style de vie avec plus de sens, d'autonomie, de liberté, les clés pour trouver une niche utile, alignée à tes valeurs et rémunératrices, les 4 étapes indispensables pour bâtir un business durable et générer un revenu stable. Tu cliques juste en dessous dans la description pour t'inscrire. Allez, je te laisse continuer la vidéo. À plus tard. Et la première édition du certificat complet, là, la version 6 mois, c'est début 2015. Donc, 3 ans où est-ce que là, j'étais beaucoup. Tu sais, Taos, ça a été le début parce qu'après ça, j'ai fait 2-3 PDC en permaculture. J'ai quand même continué d'autres formations. Il y a une école de bâtiments écologiques au Vermont, proche de où est-ce que j'habite. Et donc, ça s'appelle Yes Tomorrow. Et je suis allé là-bas faire plusieurs week-ends ou semaines de formation. Tu sais, je continuais beaucoup à me former. Je faisais mes conférences. Et j'avais commencé aussi à me joindre à quelques experts pour faire juste des petits week-ends. Donc, 2013-2014, je faisais des petits week-ends de formation. Mais le certificat, lui, vraiment, est sorti en début 2015. Et puis au début, c'était seulement, donc pas en ligne, c'était vraiment en personne à Montréal. Et comme tu as dit, j'avais pas d'argent, j'avais pas quoi que ce soit. Fait que, tu sais, moi, les professeurs étaient payés à pourcentage des revenus. Wow. Donc, je ne les payais pas pour venir. J'ai payé basé sur les revenus. Fait que je partageais l'abondance qu'on co-créait ensemble. Puis les premières salles, c'était des salles dans des cégeps et universités sur lesquelles ils nous faisaient des deals vu que c'était pour l'apprentissage. Donc, tu sais, c'était les week-ends dans des salles qu'on louait vraiment, vraiment pas cher. Et puis, fait que c'était à coût très, très bas au départ là, parce qu'on ne savait pas si ça allait marcher ou pas. Tu sais, au début, tu commences, tu n'as pas d'argent, tu peux pas. Là, fait que, Ouais, donc, on a commencé très petit. hyper intéressant parce que justement, pas de moyens, pas de. Mais non, mais on peut trouver des solutions. Mhm. Et c'est ce que tu as fait. Et puis ce que je trouve aussi intéressant dans ce début de parcours et sur lequel j'aimerais mettre un petit focus, c'est que quand on regarde Solution ERA, quand on regarde ton parcours aujourd'hui, quand on regarde le parcours de quelqu'un à l'instant T, on s'imagine pas la longueur des éléments, le temps long qu'il y a Oui, avant. On se effectivement. dit, ah ben moi j'ai pas encore ça, j'ai pas encore. Moi je commence avec des petits ateliers, je commence avec des petites formations, je fais juste quelques trucs pour l'instant. Et tu as vu, il y a eu déjà les premières années de formation, il y a Ouais. eu les années de conférences, il y a Mhm. eu les premiers petits week-ends. Ouais. Et, et le point de départ de ce qui va devenir ton entreprise phare est arrivé quand même en 2015, 3 ans après. Ouais, exact. Donc Exact. ça Absolument. prend quand même un peu de temps tout ça à se mettre en place. C'est ça, avant 2015, Solutionnera, c'est moi qui vis encore dans ma vanne, grossièrement, là, qui me déplace dans ma vanne. Et quand on fait des trucs, c'est juste avec des bénévoles.
Et j'ai mon partenaire Fred à ce moment-là, qui est devenu un partenaire, mais qui lui aussi, on est les deux comme extrêmement sous-payés, là. C'est comme quand il y a un petit peu d'argent qui reste, on en a assez pour payer le gaz dans la vanne puis, puis manger, là. Et puis, on a un employé qui, littéralement, après avoir fait un de ses premiers week-ends-là, est venu me voir. Puis justement, il commençait à avoir beaucoup de gens qui m'écrivaient, puis tout ça. Puis il m'a dit, Francis, j'ai une maîtrise en communication et moi, ça me ferait plaisir de t'offrir 10 heures de bénévolat par semaine. Fait que rendu en 2015, je le paye à peu près 5 par heure. OK? C'est juste parce que, tu sais, il a commencé bénévole à 100%, puis là, je fais un peu d'argent, fait que je le paye à peu près 5 de l'heure. Puis il m'offre quelques heures par semaine pour qu'on commence, tu sais, pour pouvoir mettre ça de l'avant. Puis c'est parce que moi, je n'étais pas bon là, avec l'ordinateur, puis les courriels, puis tout ça. Et ça ne me tentait pas aussi, ça me prenait beaucoup d'énergie. Fait que là, j'ai une personne qui m'aide, qui, en passant, travaille encore avec moi. Et là, maintenant, il a un super bon salaire, puis tout est super cool. Mais je veux dire, ça a commencé pour lui aussi, que lui, il finissait ses études. Il était en train de finir sa maîtrise, puis il faisait du bénévolat pour nous au début, là, tu sais. Ouais, l'entreprise, c'est une aventure humaine dingue. Et Oui, surtout quand on absolument. voit que la personne travaille encore avec toi aujourd'hui et Oui, a grandi avec vous tous. oui. Donc oui, il y a du temps long. Il y a eu tous ces éléments-là qui ont mis du temps à naître. Parce que c'est pour ça que je précise, parce que après, ça a été quand même un beau succès, Solution ERA, donc qu'on comprenne un peu Mhm. la genèse. Oui. Ok, certificat de design en bâtiment écologique. Toi, tu commences quand même à grandir un peu avec ton associé qui t'a rejoint à ce moment-là, certainement Oui. tu commences à grandir dans ta posture d'entrepreneur. Ça a été Oui. quoi ensuite la suite? Les premières formations présentielles, ça y est, c'est parti? Oui, là, c'est parti. Donc, le certificat. Puis, honnêtement, tu sais, on croyait, première édition du certificat, on avait loué une salle pour 20 personnes. Hmm. Et finalement, il y a eu 50 personnes qui se sont inscrites. Et là, on était vraiment très, 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 très surpris de ça, très heureux de ça. Ça a été les débuts 2015, ça a été des grosses années, là, dans le sens que c'était une année. Là, on s'était loué un petit appartement. On était 3, 4, 5. Il y avait juste 3 chambres. On était 4, 5 qui vivaient ensemble. Et, euh, et là, on a lancé le certificat avec un succès plus grand qu'on pensait. On a lancé notre premier sociofinancement pour mettre en ligne le premier week-end du certificat. Grand succès à cette époque-là. On a fait 75 000 et à ce moment-là, 2015, là, le sociofinancement, c'était encore dans ses débuts. Puis des 100% francophones québécois, donc francophones québécois, c'était le plus gros sociofinancement à l'époque qu'il n'y avait jamais eu. Il y en avait eu des plus gros des Québécois qui avaient fait en anglais, mettons, ou des Français de France, mais Français, Québécois qui étaient juste restés en français, c'était le plus gros sociofinancement de l'époque. 75 Alors, 000 fait qu'on a lancé le truc. Là, c'était comme, wow, OK, il y a un engouement, quelque chose comme ça. c'était pour Éventuellement, financer quoi? Excuse-moi, je te coupe, hein, mais c'était pour financer quoi le c'était pour crowdfunding? la mise en ligne. Parce que là, on Ok. disait, hey, il y a plus de monde qu'on pensait qui voulait venir en classe. Puis il y a des gens qui nous disent qui habitent au Saguenay-Lac-Saint-Jean ou qui habitent loin de Montréal, qui disent, hey, nous, on la veut, cette information-là. Fait que c'était pour financer de filmer le week-end puis de mettre en ligne pour le rendre disponible. Ok, d'accord, d'accord. Ok. Et Ça, donc c'était là, encore sur une demande qu'on vous avait faite, ouais, ou tu avais aussi vu qu'il y avait une émergence autour de la formation en ligne ou c'est des ça choses. le mix des deux, là, Hmm. c'est-à-dire qu'on voyait que ça pognait plus, il y avait plus d'intérêt qu'on ce qu'on croyait, puis en même temps, il y avait de la demande pour dire, hey, nous, on Hmm. aimerait ça pouvoir. Fait qu'on dit, ben, regarde, on fait un sociofinancement, vous nous payez 50 c'était 50 la formation valait 300, on vous disait, on vous charge 50 mais vous nous le payez avant qu'elle soit construite. Hmm. Puis vous allez avoir la formation qui vaut 300, mais à 50, mais vous nous laissez plusieurs mois pour la Ok. filmer, la monter, etc., etc. Ça, c'est très smart, hein. C'est super. Ouais, Vous avez financé votre produit et ça, on le dit souvent, on en parle souvent nous aussi chez Ecopreneur. Vous avez ouais. financé finalement votre produit avant qu'il soit véritablement Créer. créé. Et ça, c'est formidable, hein. C'est formidable. Exact. Exact. Vous Puis avez nous, pu on a valider la continué avec demande beaucoup de aussi. sociofinancement. Comment? Ouais, je dis, vous avez pu valider la demande par la même occasion, j'imagine. Oui, exact. Ben oui, c'est ça. Parce que puis nous, c'était clair. Dans le fond, on s'était dit, c'est ça qui est le fun avec les sociofinancements. Nous, on s'était dit, bon, si on fait moins que 10 000 on cancelle le projet, tout le monde reçoit son argent, puis ça nous aura coûté 2 000 tu sais, pour monter le sociofinancement. Mais c'est vraiment moins pire que d'investir 30 000 pour créer une formation vraiment bonne, puis que finalement, tu fais zéro ou tu sais, qu'il n'y a pas de demande pour la chose, là. Ouais.
On est passé du jeu à on, là, Ouais, dans ta manière de parler. ouais, C'est-à-dire que tu as commencé ton parcours YouTube, etc. On a vu. seul, ouais. Maintenant, c'est on. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, tu as un petit groupe autour de toi, tu as un partenaire, etc. Est-ce que Ouais. tu penses que là, c'était indispensable de s'associer, de trouver des gens autour de toi, c'était écrit d'avance? Ben pour mon style d'entrepreneuriat, oui, mais je crois que tu vas voir plus tard, là, quand on va parler plus de ce qui est arrivé plus tard, il y a aussi des challenges qui viennent avec ça c'est certain. Pas tant humain, dans le sens, moi, ben oui, il y en a pour la plupart des gens. Moi, il n'y a pas eu tant de challenges à ce niveau-là parce que ça va vraiment très bien sur la qualité du lien, je te dirais, mais les challenges sur le fait que quand plus tu as de monde, plus ça coûte cher. Tu sais, un moment donné, là, quand c'est plus des bénévoles, ça commence à coûter cher, rouler, avoir une équipe et tout ça. Et je sais que pour certaines personnes, surtout dans ce domaine-là et surtout dans ces années-là, là, 2015, 2016, 2017, c'était très la mode d'être un infopreneur, tu sais, d'avoir, tu sais, grossièrement, d'être toute seule ou avoir juste un employé, puis d'essayer d'augmenter ses marges, faire des grosses, grosses marges parce que tu vends des cours, mais que tu as peu de dépenses et tout ça. Moi, je n'étais pas du tout dans ce mindset-là. Dès qu'on avait de l'argent, j'étais comme, comment on fait pour avoir d'autres gens qui viennent se joindre à notre équipe pour qu'on augmente l'impact puis la qualité de ce qu'on offre? Fait que c'est ça, je n'étais pas là-dedans. Donc, rapidement, quand on a eu un petit peu de moyens, on a commencé à avoir une équipe. Au début, avec un associé, comme tu as mentionné, il y avait un bénévole, Julien, puis un associé qui était Frédéric Wiper, qui est toujours mon associé, et Julien qui travaille toujours avec moi maintenant. Et après ça, dès qu'on avait un petit peu d'argent, on offrait d'être nourri, logé, en échange de travailler avec nous. Fait que on payait pas les gens, mais tu sais, la plupart des gens, d'ailleurs, Goulven Bazir, que tu as connu aussi, lui, il est venu au Québec, il habitait en France, et il est venu au Québec, puis il nous a dit, moi, c'est pas grave, vous me payez pas. Il était juste nourri, logé, il habitait chez nous, Bah oui, puis c'est comme du il woofing nous aidait finalement. gratuitement. Comment? Un peu comme le principe de woofing finalement. Oui, exactement. C'était exactement le Mm. principe du woofing. Les Mm. gens étaient tellement motivés par le truc. Puis, tu sais, on le disait, si jamais il y a des opportunités qui se créent, on va créer des opportunités avec vous, mais pour l'instant, il n'y en a pas. Puis, on ne va pas vous payer. Mais si vous êtes game, si vous êtes, si vous avez le goût de faire ça, nourri logé, puis vous travaillez avec nous. En gros, les gens, on travaillait tout le temps en plus. On travaillait 7 jours semaine Ouais, euh, sur les projets. Fait que c'est ça. 2015-2016, ça a vraiment décollé en termes de. Ça a été beaucoup plus rapide qu'on pensait. À partir de ce moment-là, quand ça a parti rapidement. Les cours en personne ont rapidement monté de 50 à 75 à 125 et on s'est rapidement rendu à 200 personnes par formation. Euh, et donc là, on louait des salles comme de spectacle là, dans des cégeps. Là, c'était comme dans ben, les collèges, les universités, les collèges. Et donc, c'était quand même des grandes salles. Ça prenait des techniciens pour que le son soit bon, puis tout ça. Fait que c'était vraiment pas où est-ce que je pensais que ça irait. Hein. Parce que dans le domaine, avant nous, il n'y avait personne au Québec qui offrait des formations sur le bâtiment écologique qui avait plus que 10-12 personnes dedans. Là, nous, on était rendu à 200. Fait que là, on a décidé de mettre ça en ligne en plus, là, pas juste le premier week-end, mais tout au complet. Et Francis, là, on a vraiment eu nos premières fois. On a découvert, dans ces années-là, on découvrait le marketing sur Facebook et hmm, tout ça, le concept des lancements orchestrés en 4 vidéos. ok. Et, et Alors là, on doit faire un petit stop. On doit faire un petit ouais, stop ouais, parce il ouais, y a des choses à comprendre. Il y a deux choses oui. à comprendre. Déjà, première question, et est-ce que c'est lié? Comment se fait-il que auparavant, il y avait des gens qui faisaient des formations, mais ils faisaient 10-12 personnes et vous faites des sessions de 200 personnes? Est-ce que Hum. c'est lié à votre découverte du marketing et de ces fameux lancements orchestrés? Est-ce que c'est pas lié? Enfin, quelle est ton Ah, explication? c'est définitivement lié, mais pas seulement à ça. Hmm. Selon moi, il y a deux choses. Quand j'ai annoncé aux gens dans le domaine que je voulais faire une formation sur 6 week-ends et tout ça, tout le monde me disait, t'es fou. Les gens sont même pas prêts à payer pour une journée de formation, fait qu'ils paieront certainement pas pour 6 jours de formation. Mais moi, dans ma compréhension de ce que j'avais vu en permaculture avec les 6 week-ends, je me disais, j'ai l'impression que les gens, ils préfèrent avoir un gros package sur 6 mois où est-ce qu'ils développent une réelle expertise dans la chose que d'acheter
une journée là, puis une journée là, puis de devoir par eux-mêmes décider c'est quoi les formations qui sont pertinentes pour eux. Moi, je leur crée un package deal dans lequel je leur dis, voici tout ce qui est pertinent si vous voulez construire un habitat sain, écologique et autonome. Voici tout ce qui est pertinent, puis c'est déjà tout inclus. Tout est dedans. Tu payes une fois, tu te présentes à 6 week-ends, ça va être le fun, puis à la fin, tu vas avoir toutes les infos que tu as besoin pour, pas que tu es un expert à infini, mais tu vas tout comprendre les concepts que tu as besoin de comprendre pour continuer ton chemin par toi-même et de pouvoir faire ton projet. OK, l'objectif quand même de cette formation étant de pouvoir dessiner son propre projet d'habitation autonome et Oui, enfin, ben pour nous, comment on leur disait, c'est pour être un acteur impliqué dans son projet. Et là, tout dépendant, c'est quel type de personne, son niveau de débrouillardise et d'expertise, il peut littéralement devenir l'autoconstructeur. Donc, si c'est quelqu'un qui a déjà une expertise dans le bâtiment et tout ça, il peut devenir un autoconstructeur. Sinon, ça peut être quelqu'un qui fait ses propres plans. Ou sinon, ça peut être seulement quelqu'un qui choisit les professionnels, mais qui est au courant, qui peut choisir les matériaux, le design, les professionnels qui l'accompagnent. Fait que c'est une formation pour former les gens qui veulent être impliqués dans leur projet, quel que soit le niveau d'implication. OK. Intrication forte du marketing, tu dis, à ce moment-là, tu découvres le Oui, marketing, ça a quand même une importance phénoménale peut-être, enfin, je pense, dans votre, oui, dans votre développement. Quand tu découvres ce marketing, ces lancements orchestrés, déjà, on va définir aussi ce que c'est, parce que oui, peut-être l'audience ne sait pas forcément ce que c'est. oui. Et quand tu découvres tout ça, qu'est-ce que ça génère chez toi, en bon, comme peut-être en moins bon? Comment tu vis tout ça quand tu découvres l'univers du marketing? Ouais. Donc, premièrement, je recule en arrière un tout petit peu parce qu'on n'a pas parlé, mais moi, tu sais, puis je pense comme plusieurs personnes qui font peut-être des formations, euh, moi, j'avais beaucoup de croyances par rapport à l'argent et l'entrepreneuriat de base, que pour moi, c'était quelque chose de négatif. L'argent, c'était négatif et même peut-être la cause de la plus grosse partie des problèmes. Et l'entrepreneuriat, c'était négatif parce que les entrepreneurs, ils construisent des entreprises qui détruisent la planète. OK, ça, c'est dans ma tête. Donc, on recule d'il y a quelques années, au moment où je vis dans ma vanne. Tu sais, moi, guide de plein air jusqu'à 25 ans. Jusqu'à 25 ans, j'ai jamais fait d'argent. Je faisais juste ce que j'aimais. J'étais soit en vacances ou soit je guidais des expéditions en nature. Après ça, quand je faisais les Earthships, tu sais, j'habitais dans ma vanne. C'était une simplicité volontaire. Je rencontrais les gens directement dans les communautés. Donc, c'était vraiment pas entrepreneurial au sens monétaire là, ou quoi que ce soit comme ça. Sauf que je réussis à faire, entre autres avec les Earthships, entre autres avec les expériences que je vis à travers ce séjour-là que je vous ai expliqué, cette aventure-là que je vous ai expliqué, mais je commence à me rendre compte, si je veux avoir un impact, si je veux que ce soit pas juste moi dans mon salon qui fait des vidéos sur YouTube, puis ça reste une information intellectuelle, si je veux qu'il y ait des vraies maisons qui se construisent, qu'il y ait des projets qui avancent, il faut que j'aie une équipe, puis il faut qu'il n'y ait pas juste 10 personnes dans mes formations. Et donc, à cause de ça, je commence à voir, puis il y a une autre chose qui se passe aussi, c'est que moi, j'avais déjà confiance en moi que j'allais réussir à œuvrer, c'est-à-dire faire ce que j'aime dans la vie, parce que je l'ai toujours fait, parce que moi, j'étais prêt à vivre simplement. Tu sais, moi, ça ne me dérangeait pas de ne pas faire d'argent, parce que même avec 10 000 par année, je pouvais vivre au pire dans ma vanne. Mais tu sais, j'avais pas de... Tu sais, j'avais pas d'enfants, j'avais pas de choses qui me coûtaient cher. Et donc, c'était facile pour moi. Donc, j'avais confiance en ça. Mais là, ce que je me rendais compte, c'est que, wow, si on génère de l'argent, je peux même aider d'autres gens à œuvrer, tu sais, à avoir une équipe. Puis là, je peux payer ce monde-là, puis ils peuvent faire partie. On co-crée ce projet-là ensemble. Et donc, là, je commençais à avoir de l'ouverture à l'entrepreneuriat et à l'argent, à la possibilité de faire de l'argent pour l'utiliser pour faire des projets qui ont un plus grand impact. Et donc, dans ce sens-là, quand j'ai découvert le marketing, le mindset était prêt pour, tu comprends? C'est-à-dire, si j'avais découvert ça 2 ans avant, ça aurait pas, j'aurais juste dit non, c'est tout de la merde et tout ça. Tandis que là, et la manière que ça m'avait été présenté, ils appelaient ça en anglais educational marketing. C'est-à-dire, et moi, c'est comme ça que je l'ai compris, c'est comme ça que je l'ai utilisé toujours, c'est le marketing a plus d'impact que le produit lui-même. C'est-à-dire, la série de vidéos que j'ai créée, a eu plus d'impact sur le bâtiment écologique au Québec que mes formations eux-mêmes, parce qu'en 3 vidéos, je faisais visiter 10 maisons inspirantes
pour que les gens connaissent ça. Puis j'expliquais toutes les bases les plus importantes pour que le commun des mortels fasse comme wow, c'est donc bien cool, j'ai des actions concrètes que je peux faire. Fait qu'en 3 vidéos, c'était juste purement de l'ajout de valeur, comme une formation, encore mieux que les conférences que je chargeais pour, avec des visites, avec tout ça. Puis ça changeait vraiment la vie des gens. Fait que ça, c'était les 3 vidéos plus les 10-12 visites qu'on offrait. Puis après ça, la 4e vidéo, ben là, je leur disais, en toute honnêteté, si vous avez aimé ça, puis si vous avez le goût de faire votre propre projet, sachez que j'offre une formation qui peut vous accompagner à le faire. Donc, pour moi, le marketing, c'était plus comme quelque chose de ah, il faut que je les convainque d'acheter mon truc sans leur ajouter de la valeur vraiment. Non, c'était je veux leur ajouter énormément de valeur. Tellement que peut-être qu'ils n'ont même pas besoin de faire la formation parce que c'était complet pour eux. Mais pour le pourcentage de gens qui, eux, veulent passer à l'action, ben, je leur offre un raccourci à travers la formation qui va les aider vraiment. Et donc, dans ce contexte-là, j'étais à l'aise d'en faire. Et lorsque j'ai été à l'aise et lorsqu'on l'a fait, puis on l'a fait bien, puis on l'a fait dans les années où personne ne connaissait ça encore, c'était les tout débuts. Là. Il y en avait comme quelques-uns dans la francophonie qui faisaient ça, 2015. Eh bien, ça a effectivement explosé parce que on a 10 tuplé, 20 tuplé le chiffre d'affaires jusqu'à dans les plus qu'1 million, éventuellement jusqu'à 2 millions. Puis quand on est allé en France, éventuellement plus que ça encore. Donc, et ça, très court, dans un très court laps de temps. Ça a été très rapide, l'ascension. Puis c'était à cause qu'on avait le bon marketing, le bon mindset dans le sens que j'étais ouvert à ça, et aussi parce qu'on avait la possibilité que ça se fasse en ligne. Parce qu'on n'aurait pas pu aller aussi gros que ça à l'époque où c'était juste en personne, donc dans les salles en personne, parce qu'il y a un moment donné où, je veux dire, il faut que tu réussisses à rentrer tout le monde, puis il faut qu'ils habitent proche de Montréal, etc., etc. Très intéressant ce résumé-là, ce passage Ouais, où le marketing est vraiment notre amplificateur finalement. absolument. Et le marketing éducationnel, éthique, tel qu'on le voit, tel qu'on le partage, permet aussi de toucher énormément de public, de sensibiliser énormément de monde. C'est presque un Vraiment. devoir quand on porte un message qui est, Mhm. qui est sain, qui est vertueux, qui est régénérateur comme le nôtre, comme le tien, de faire du marketing. On a l'obligation de parler de ce qu'on fait, de ramener des gens avec nous. Et le bénéfice collatéral de tout ça, quand on va c'est qu'on a en plus des clients qui viennent nous rejoindre, qui ont été séduits par notre ton, notre manière de parler, etc. Approche. Ouais. Et ce n'est que le résultat logique des choses. Absolument. Ben, c'est vraiment comme ça que je l'ai, à ce moment-là dans ma vie, c'est comme ça que je le voyais. Et effectivement, je le voyais un petit peu comme un devoir. Je me disais, j'en reviens pas que les gens connaissent pas cette information-là. Ça me semble pertinent. Et donc, je m'étais donné un peu comme mission d'aller, tu sais, ils sont sur YouTube en train de regarder des trucs. Puis là, je les surprends avec une visite de maison absolument extraordinaire. Puis je leur dis, si tu veux en savoir plus, clique ici. Puis tu vas avoir une série de vidéos gratuites vraiment extraordinaires. Fait que tu sais, je les sortais un petit peu de. Tu sais, c'était des gens qui auraient peut-être jamais entendu parler des bâtiments écologiques. Puis je suis pas mal certain encore aujourd'hui que cette série de 4 vidéos-là, il n'y a rien qui a eu autant d'impact au Québec sur le bâtiment écologique que cette série de 4 vidéos-là. Je ne crois pas qu'il y a rien qui a battu ça. Parce qu'au final, il y a eu, je ne sais pas c'est combien exactement, mais on doit être proche de 1 million de personnes qui l'ont regardé, peut-être pas en entièreté, mais qui a été touché directement par au moins une partie de cette série de vidéos-là. Puis on est juste 9 millions au Québec. Ouais, c'est donc, énorme. c'est un pourcentage significatif. Là, C'est énorme. encore aujourd'hui, même si là, on est beaucoup moins intense, je vais t'expliquer pourquoi. Depuis la COVID, bon, il y a beaucoup de choses qui ont bougé puis tout. Mais encore aujourd'hui, si je vais dans une épicerie d'aliments naturels ou si je marche n'importe où au Québec où est-ce qu'il y a, c'est un contexte où ce genre de personnes-là sont, je me fais reconnaître constamment, puis c'est à cause de la série de 4 vidéos. Parce que c'est pas mes élèves, parce que mes élèves, il y en a, mais des élèves en tout, on a eu 10 000 à peu près. Tandis que là, ça, c'est vraiment plusieurs centaines de milliers de personnes qui ont vu puis qui étaient là, puis avec nous pendant quand même des heures. C'est des vidéos de 1 heure et demie, plus des visites. Donc, c'est quand même beaucoup d'informations. Donc tout ça est fortement, encore une fois lié à le travail du rapport à l'argent, Oui, l'acceptation du lien entre le marketing et la diffusion de ton message. Évidemment,
un produit de qualité qui te permettait de livrer quelque chose de chouette pour tes élèves. Ouais. Tout ça fait que finalement, vous avez pris le leadership quelque part de cette niche, on va dire, on va Ouais, l'appeler comme de ce ça. domaine, ouais, tout à fait, là. Et vous pouvez être fier de ça parce que, oui, en effet, l'impact a été phénoménal et il va y avoir encore de l'impact certainement pendant des années de tout ça. Mhm. Euh, on parle aussi un petit peu de vulnérabilité dans ce podcast aussi parfois de nos zones d'ombre, hein. Tu sais, moi-même, j'en ai Ouais, eu aussi dans mon propre parcours, ben oui, j'imagine que toi aussi. c'est sûr. Quand tout ça arrive d'un coup, ce succès, les beaux chiffres d'affaires, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que toi, tu as eu tu as eu l'impression à un moment donné de sortir un peu de ton parcours, de sortir un peu de ton cadre de valeur, est-ce que tu Mhm. as eu des moments comme ça où tu t'es dit, ah, il y a un truc là, il faut que je rectifie. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Ouais, très bonne question. Écoute, oui, ben moi, j'étais tellement pas dans ce mindset-là quand ça a commencé à bien marcher que je me rappelle un soir, on faisait un lancement, la vidéo 4 venait de sortir et les ventes étaient explosives, là. C'était vraiment plus gros que ce que je pensais qui était possible. Et je pouvais pas dormir. Je veux dire, mon corps shakeait de même. J'étais comme, qu'est-ce qu'on va faire? Je veux dire, parce que là, il faut aussi donner les formations. Tu sais, il faut s'assurer que ce soit de la qualité puis que les gens soient satisfaits parce que au lieu d'avoir 50 personnes, j'en ai 450, là. Et donc, je shakeais dans mon lit, puis là, je savais pas trop. Puis c'était juste comme, OK, il y a de l'argent maintenant, là. Qu'est-ce qu'on fait avec ça et tout ça? Fait que des grands questionnements que j'avais pas eu à me poser trop la question avant parce que j'en avais pas d'argent. Fait que c'était pas très difficile. Euh, et c'est intéressant. J'ai pas senti que j'ai trahi mes valeurs à ce niveau-là, à ce moment-là, dans le sens où, justement, c'était comme mes croyances par rapport au profit qui m'ont amené à des problèmes plus tard. Tu sais, on va y arriver bientôt, là, mais à des gros problèmes plus tard parce que pour moi, j'étais à l'aise avec l'argent, mais pas avec le profit, par contre. Mm. Et donc, dès qu'on a commencé à faire de l'argent, tout de suite, j'étais en mode réinvestir pour augmenter l'impact positif dans l'idée de, tu sais, bon, développer les maisons écologiques et tout ça. Et donc, l'argent est pas venu à moi, là, tu sais, c'est-à-dire que, oui, on a commencé à se donner des salaires, mais c'était des salaires très humbles, là. Tu sais, j'entendais les infopreneurs qui faisaient de l'argent à n'en plus finir, puis ils se mettaient ça dans les poches. Moi, je veux dire, je me donnais un salaire plus que normal. Toute l'équipe avait des salaires raisonnables, tu sais, pour bien vivre, mais il n'y a personne qui a fait des coûts d'argent exceptionnels avec ça. Au contraire, on faisait grossir l'équipe, on augmentait l'impact, on diversifiait nos formations, on a commencé à faire nos propres bâtiments comme les oasis et tout ça. Et tout ça, ça demandait des investissements qui commençaient à être très, très significatifs. Donc, l'argent rentrait, mais sur le point de vue là, tu sais, de rester aligné, ça, j'ai vraiment senti que j'ai pas eu de tentation de dire comment, OK, là, maintenant, je fais tellement de cash, je me le donne tout. Ça, j'ai pas eu ça du tout. T'as pas envie de te faire un petit plaisir, un truc de Ben, gosse, un quoi? un plaisir de gamin que t'avais eu. Tu sais, tu sais, je commençais à rêver de nous vivre dans un endroit, mais je voulais le faire sous forme de co-living. Fait que, tu sais, c'était pas juste pour moi, c'était un bâtiment qu'on allait être à plusieurs dedans. Il y Mm. avait ce genre de truc-là. Euh, Tu par pouvais. contre, Par contre, et là, je vais dire, c'est le défaut de ce que moi je faisais et qui m'a amené à des problèmes significatifs là, à presque l'effondrement de tout ce qu'on avait construit, en fait. Mm. C'est que si tu as tellement quelque chose contre le profit, c'est que tu ne comprends pas l'entrepreneuriat. Parce que le profit, c'est nécessaire. Parce que si, si à chaque fois tu arrives à zéro, ça veut dire que s'il y a un problème, même de seulement quelques pourcents, tu es dans le trou. Tu sais, ça veut dire que tu es dans les dettes. Et moi, on était tellement motivés par réinvestir puis augmenter. Tu sais, puis moi, une des raisons aussi pourquoi ça s'est pas vraiment rendu à moi d'avoir des sommes plus grandes, tout ça, c'est que c'était super important pour moi de prendre soin de l'équipe en premier. Puis je pense que c'est une attitude entrepreneuriale quand même. C'est pas tout le monde qui est dans ce mindset-là, mais il y a quand même beaucoup de gens qui font passer l'équipe en premier. Puis si l'équipe est toute heureuse, puis que tout va bien, puis que là, il y a encore beaucoup de profit, là, OK. Puis je pense qu'il y a un moment donné où si on s'était rendu là, j'aurais dit, OK, c'est cool, je vais en recevoir pour moi-même. Mais, tu sais, je n'étais pas à plaindre, là. J'avais un salaire et tout ça, mais c'était pas... J'ai pas pris le chemin de comme,
je vais aller tout dépenser mon argent, puis m'acheter un gros char, puis tout ça. Là, c'était pas, ça n'a pas viré de ce bord-là du tout. Euh, Par contre, comme je l'ai mentionné, à cause que j'étais toujours à côté et que quelques années plus tard, ça a monté extrêmement rapidement. Ça a resté, à un moment donné, ça a fait un genre de petit plateau. Et là, éventuellement, on a eu des moments où ça chutait drastiquement. Et à ce moment-là, l'entreprise faisait 2 lancements orchestrés par année. Et en 2 lancements, on faisait 90% de tous les revenus de l'année en 2 semaines. C'est comme une semaine au printemps, une semaine à l'automne, puis c'était 90% de notre argent. Et donc là, tout à coup, on avait, mettons, un lancement qui allait pas bien. Au lieu de faire 500 000, on faisait 250 000. Mais là, moi, mon entreprise est bâtie pour faire 500 000 parce que dès qu'on faisait de l'argent, j'étais comme, hey, ça va continuer de grossir et donc plus d'employés, puis on améliore la qualité, on crée des nouvelles formations, on achète un terrain pour construire un oasis qui va être un exemple de ce qu'on construit, etc., etc. Et donc là, il arrive ça, et moi, je suis dans un mindset positif, hey, c'est pas grave, gang, on va réussir, on va trouver une solution, puis tout ça. Mais pendant que moi, je suis positif, on accumule des dettes, là à coût de 20 puis 30 000 par mois qui s'accumulent de dettes. Et donc, au point où, à un moment donné, on n'est vraiment pas dans une belle situation. Puis moi, mes croyances, c'est si tu es un bon entrepreneur, tu ne laisses jamais ton équipe. Ton équipe est toujours prioritaire. Fait que ça n'a pas pris de temps que moi, je ne me donnais plus de salaire, mais je voulais garder toute l'équipe. Si tu es un bon entrepreneur, tu ne rapetisses pas, tu es toujours en train de grandir, surtout si tu as une belle mission, puis tout ça. Tu sais, si tu es un crosseur, puis que tu fais juste un truc pétrolier, là, ce serait mieux que tu rapetisses. Mais si tu fais quelque chose de beau, puis de bon, il faut que toujours que tu grandisses. Ça, c'est mon mindset à ce moment-là. Fait que je veux pas m'avouer que ça va pas bien présentement. Puis je veux pas, puis tu sais, vu que je vois certains entrepreneurs qui, quand ça va mal, ils coupent leurs employés tout de suite, je trouve pas ça éthique, ça, moi. Et donc, je veux pas le faire. Mais honnêtement, ça aurait été la bonne chose à faire. Maintenant que je comprends plus le grand truc, parce qu'il faut que tu réduises les dépenses si tes revenus sont significativement réduits. Sauf que moi, je n'étais pas là-dedans. Et ça nous a amené à un moment où on était vraiment très, très, très proche de la faillite, là, de la mort, de finir avec beaucoup de dettes, puis que ça ne fonctionne pas du tout. On a eu plusieurs moments comme ça à cause de ce mindset-là. Ça m'a pris du temps avant de comprendre. Dans le fond, c'est ça que ça veut dire. Ouais, je Ça m'a pense. pris. C'est vraiment pas quelque chose d'unique, hein. Je pense que c'est quelque chose, cette situation que énormément de gens vivent. Moi-même, j'ai Ouais, vécu aussi dans mon parcours. ouais, Et, et on apprend énormément, hein, de ces moments-là. Et je pense que c'est tout comme les phases de croissance importantes, etc. C'est des moments qu'il faut accepter et comment dire, absorber comme faisant partie du ah, processus. vraiment. Comment Quand c'est tu... la première fois, ça fait mal au cœur, puis ça fait comme, Ouais. tu sais, c'est comme tu sais pas trop quoi faire avec ça, là. Puis moi, puis c'est ça, hein, je pense, toi non plus, je me rappelle pas si tu m'en l'avais conté, mais moi, je viens pas d'un background d'entrepreneur. Tu sais, je suis pas allé à l'école là-dedans, j'ai pas, fait que j'ai créé ça parce que il y avait un impact que je voulais avoir, fait que j'ai créé l'entreprise de cet espace-là, mais j'ai aucun background. Je sais pas comment gérer l'argent. Tu sais, j'ai pas d'habileté en business comme tel. Et donc, quand on frappe autant les ups qui vont super bien, puis tu sais, une des choses, c'est que tu sais, dans les premiers ups là, qui vont super bien, là, moi j'ai l'impression, hey, on a fait 500 000, ça veut dire qu'on a 500 600 000. Mais attends un peu, là, il va y avoir des impôts à payer, il y a des taxes, il y a plein, plein de dépenses Ouais. que je voyais pas. Fait que c'est ça l'affaire, c'est que je me lançais dans des dépenses positives. Ce n'était pas des dépenses pour moi-même ou de quoi même, mais positives pour l'entreprise, mais beaucoup plus que ce que j'avais vraiment comme argent aussi. Parce que, tu sais, au final, une entreprise, c'est pas parce que tu fais un revenu que c'est du cash que tu peux juste dépenser, faire ce que tu veux. Il reste plein d'autres choses à couvrir autour. Et donc, je n'étais pas tout conscient de ça dans mes débuts, là. Tu dis que c'est lié tout ça à ta, comment dire, à ta conscience de ce qu'est le profit. Oui, Si aujourd'hui tu en parles, qu'est-ce que tu ne ferais pas, qu'est-ce que tu ne ferais plus? Enfin, oui. quelle conscience tu as du profit aujourd'hui? Oui, pour moi, maintenant, le profit, c'est extrêmement important. Mhm. Et pas dans un sens profiter des gens, hein, Mhm. mais Non. dans le sens qu'une entreprise qui est saine, qui va bien, fait une marge de profit significative,
ce qui lui permet que si ça va moins bien, parce que dans le fond, ce que j'ai découvert avec les années, c'est que toutes les entreprises vont avoir des moments difficiles. Vont avoir, tu sais, parce qu'au début aussi, c'est parce que je me disais, si j'ai le bon mindset puis qu'on est vraiment au service de nos clients, ça va marcher. Sauf que le problème, c'est qu'il y a des choses qui sont à l'extérieur de toi, comme la COVID, comme les bâtiments qui doublent en prix en dedans de 2 ans au Québec. En 2 ans, 2, 3 ans, là, le coût de construire une maison a passé de, mettons, 300 000 à 600 000. La même maison, doublée. Fait que comment, tu sais, c'est pas de ma faute, c'est pas moi qui ai décidé ça, mais c'est sûr que tu as moins de clients quand toi, tu sais, nous, ce qu'on fait, c'est aider les gens à construire leur maison écologique. Mais avant, il y avait, mettons, 60 de la population qui pouvait se le permettre. Puis là, il y a 10 de la population qui peut se le permettre parce que ça a doublé le coût. Fait que c'est sûr et certain qu'il y a des choses comme ça que tu ne peux pas prévoir. Tu sais, personne n'avait vécu ça, la COVID, avant. Personne n'avait vécu ça, une augmentation de coûts aussi drastique, aussi rapide. Et donc, tu ne peux pas le prévoir. Et donc, si tu n'as pas de marge, si tu n'as pas de profit, il arrive quelque chose qui n'est même pas de ta faute. C'est pas toi, c'est pas à cause que tu n'as pas bien géré tes clients, c'est pas parce que ton produit n'est pas bon, c'est pas, il y a pas, toi, tu as tout bien fait, mais quelque chose de l'extérieur arrive qui fait que ça te rentre dedans. Et, tu sais, moi, je veux dire, la COVID a été annoncée pendant une semaine de lancement orchestré. On prévoyait faire 400 000, on a fait 75 000, puis il y a eu 50 000 $ de personnes qui ont voulu se faire rembourser après, à cause de ça. T'as-tu pensé? Il a fallu que, là, à ce moment-là, j'avais appris de mes erreurs précédentes. J'ai mis toute l'équipe dehors. Dans le fond, on a mis à pied 100% de l'équipe le lendemain. Je veux dire, on n'avait fait aucun profit, ça ne payait même pas la publicité. Ça ne payait même pas la publicité. J'ai été très chanceux. On avait tellement bâti une équipe résiliente et forte et alignée sur les valeurs que littéralement, toute l'équipe a dit « C'est correct que tu ne me payes pas, je continue à travailler pareil. » 100% de l'équipe a continué à travailler même s'il n'était plus payé. Sauf que, puis il y a eu des solutions qui se sont dessinées par la suite, là. Mais c'est juste pour dire que si on avait une business qui était saine, puis qu'on avait eu un mindset différent, puis qu'on avait eu des marges de, je ne sais pas, 20% de profit sur le type d'entreprise que j'ai, ça aurait été réaliste, puis qu'on avait accumulé de l'argent dans un compte pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, de l'argent qui est là, qui est peut-être même investi dans quelque chose de positif, mais que je suis capable de le ressortir puis qui me ramène des intérêts, bien là, quand c'est arrivé, je n'aurais pas été sur le bord de la mort instantanément. J'aurais pu, OK, là, on a 1 mois pour se réajuster, ou tu comprends? C'est que pour moi, le profit maintenant, c'est ta marge, c'est le fait que, tu sais, si tu es un animal dans la forêt, tu vas te mettre des petites réserves de bouffe à quelque part. Si tu es un écureuil, là, tu vas te faire tu vas avoir un arbre à quelque part avec quelques noix d'accumuler pour que quand les temps sont plus durs, tu peux y retourner. Bien, nous, c'était ça qu'on n'avait pas. C'était ça qu'on n'avait pas. On n'avait pas d'économie nulle part, puis on n'avait pas de marge. Ouais, puis Fait que, en réponse à tous ceux qui peut-être se posent cette question, parfois peut-être vous avez rencontré aussi ce genre de réflexion, ça c'est pas du capitalisme débridé de faire ça. ben non, c'est ça. C'est une assurance en fait. Oui, C'est une exactement. assurance. Et c'est aussi la manière de perpétuer son message, de justement d'absorber ces moments down, parce qu'il y en a. Donc ça n'a rien à voir de faire du profit avec du capitalisme à la C'est ça. BlackRock ou je sais pas quoi, Ben oui, etc. c'est ça, exactement. On n'est pas du tout, j'aime ton terme, c'est pas du tout du capitalisme débridé. Mm. C'est juste une intelligence d'affaires au service de la cause, tout simplement, au service de la cause. Et tu sais, honnêtement, maintenant, dans mon mindset, si j'avais des profits qui ressortaient de cela, je me sens pas mal si tu réussis à bien gérer ton entreprise avec des marges, puis qu'éventuellement tu réussis à l'accumuler à travers les années au point où est-ce que là, il peut t'en ressortir pour toi et ton équipe. Moi, j'aime toujours quand je sors du profit pour moi, je le partage aussi avec mon équipe en même temps. Mais j'ai aucun problème avec ça maintenant. Zéro, zéro, zéro problème. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a un profit minimum nécessaire juste pour le succès long terme du projet, là. L'expérience fait que ça, ouais, il y a qu'en ayant vécu parfois certaines choses qu'on peut apprendre Dans mon cas, j'avais la tête dure, fait qu'il il a fallu là, que je sois pas capable de dormir plusieurs nuits à cause que va bientôt falloir mourir, tu sais. ouais. Il a fallu que je frôle la mort à plusieurs reprises pour comprendre ces Mm. concepts-là.
Tiens, Francis, ça me fait penser à une question aussi. Les hauts, les bas, ok. L'équilibre pro et perso là-dedans, la relation, comment ça vit? Très bonne question. Au début, je dois t'avouer, très franchement, il n'y avait pas beaucoup d'équilibre. Donc, Mm. de 2015, là, les débuts, jusqu'à à peu près 2015 jusqu'à peu près. Il y a eu un gros 7 ans, là, je dirais presque 10, là, mais mettons, tu sais, de quand j'ai commencé. Au début, j'étais plus en mode formation. Donc, 2013-2014, j'étais plus en mode apprentissage, mais ça prenait beaucoup de mon temps. Jusqu'à 2020, 21, 22, je peux pas dire que j'étais un exemple d'équilibre dans le sens que je travaillais vraiment beaucoup, mais je crois que je travaillais pour les bonnes raisons dans le sens où je prenais le temps de me poser la question, qu'est-ce que je ferais si j'étais en vacances? Et la réponse à cette question pendant toutes ces années-là, c'était je travaillerais. Parce que j'avais pas le goût vraiment d'être. Je comprenais pas trop. J'avais eu la chance pendant 10 ans avant d'être tout le temps en vacances, Calment. En tant que guide de plein air, je travaillais quelques mois par année, puis le reste du temps, j'étais en voyage, puis j'explorais, puis je vivais dans ma van avec ma copine de l'époque. Et là, j'étais en mode, moi, j'ai une œuvre, j'ai le goût de le faire, puis je n'étais pas tant motivé par être en vacances, j'étais très motivé par faire mon projet. Et donc, pendant plusieurs années, j'étais dans ce mindset-là et j'ai trouvé ça sain, mais c'est sûr que, tu sais, du temps avec des amis, j'avais une amoureuse et je passais du temps avec mon amoureuse, mais c'était pas mal tout, là. Le reste, c'était du temps avec mes amis, c'était les gens qui travaillaient avec moi, dans le fond, sur le projet. Puis pas mal tout mon temps était, tu sais, je prenais, mettons, 1 ou 2 soirs avec mon amoureuse par semaine, une journée une fois de temps en temps, un petit voyage une fois de temps en temps, puis le reste, j'étais pas mal dédié, là, des grosses journées à tous les jours sur Solutionnera et les formations et les oasis qui sont arrivés pas longtemps après, là, qui étaient des projets de construction quand même significatifs. Donc, Tu penses que, donc tu penses que c'est important dans le projet d'entreprise au début de mettre beaucoup d'énergie? Parce qu'il y a euh, aussi aujourd'hui, tu sais, un mouvement autour du slowpreneuriat, respecte ta zone de ouais, confort, machin, bidule, etc. Quel est ton avis, toi, par rapport à ça? ouais. Mm. Ben, c'est parce que moi, je dirais, si c'est possible de faire autrement, euh, si c'est possible de faire autrement et que vous avez le goût de faire autrement, tant mieux. Moi, je pense que c'est super. Puis je pense que c'est très sain, très, très sain de faire autrement. Sauf que moi, c'est littéralement, j'avais le goût. Ça me faisait plaisir d'être à fond comme ça. Donc, donc j'ai pas de regrets par rapport à ça. Euh, Puis je pense que ça dépend un peu des domaines puis de les stratégies. Moi, c'est sûr que ce serait plus mon genre de me donner à fond au début, puis de ralentir après lorsque les choses roulent un petit peu, tu sais, que lorsque tu t'es créé une base solide, que de le faire très slow, mais d'être tout le temps stressé parce que ça marche pas encore assez ou que tu ne peux pas vivre de ton œuvre. Fait que là, il faut que tu aies une autre job à côté, un autre travail à côté. Ça, ce serait moins mon approche parce que je suis de même moi, mais je trouve ça vraiment intéressant que les gens sachent qu'il y a plusieurs opportunités, plusieurs styles et qu'ils trouvent le plus sain pour eux. Parce que moi, un petit peu plus tard, justement, dans les années, il y a quelques années, il y a à peu près 2, 3 ans, je me suis posé la question, qu'est-ce que je ferais si j'étais en vacances? Et la réponse a été, j'irais surfer sur la beach, puis je mangerais de la crème glacée. Et là, j'ai compris que mon système il était rendu prêt à calmer le pompon un petit peu, à me calmer, puis dire, OK, oui, je vais faire mon œuvre, mais je vais aussi ralentir, avoir des semaines plus de 40 heures semaine au lieu de 80, d'avoir des vacances, prendre du temps pour moi. Et c'est pour ça que là, je suis parti 1 mois surfer. Et pendant 1 mois, je me posais juste 2 questions. Ou quand je surfe, puis quelle saveur de crème glacée aujourd'hui? Fait que c'était vraiment l'antithèse. J'étais vraiment là, je prenais ça slow. Là, j'étais slow preneur, mais j'étais même pas preneur, j'étais juste slow. Et puis, et à travers ça, ça m'a guidé vers, OK, la prochaine étape de vie, elle va être plus, on va se calmer un petit peu. Là, les oasis, c'était presque terminé. Ben, en fait, il était grossièrement terminé. Ma partie là, que j'avais à être intense, c'était terminé. Solutionnera avait frappé plusieurs murs qui faisaient qu'il fallait ralentir de toute manière. Fait que c'est comme la vie me disait ralentis de toute manière, puis moi, mon corps me disait ralentis. Fait que là, j'ai dit OK, je suis prêt à faire ça. Et là, ma vie est très équilibrée depuis plusieurs années. Là. Euh,
c'est un beau mix entre œuvrer, j'aime ça, j'aime ce que je fais, ça me passionne, mais c'est pas 80 heures semaine. Et je te dirais, moi, ce qui a aussi accentué cet écœurantite-là, le fait que je voulais plus travailler autant, c'est que avant la COVID, presque tout ce que je faisais était en personne. Beaucoup, beaucoup de ce que je faisais était en personne. Mon équipe habitait proche de chez nous, on se voyait souvent. Les formations étaient beaucoup en personne, on se voyait souvent. C'était très humain, je passais pas beaucoup de temps devant un ordinateur. Et là, quand la COVID est arrivée, tout est devenu en ligne, 100%. Et là, j'avais l'impression, je me rappelle, j'avais mal à la tête, mes yeux brûlaient parce que là, j'étais comme toujours devant un ordi. Puis j'étais comme, hey, ça, c'est tellement pas ma vision de ce que je voulais faire. Puis en même temps, c'est la COVID, fait qu'on n'avait comme pas vraiment le choix, là. Il n'y avait pas tant d'opportunités autour de cela. Mais ça a fait comme, OK, là, moi, si c'est pour être ça la vie, je ralentis solide. Fait que j'ai commencé à ralentir, réajuster mes affaires. Et maintenant, tu vois, mon but, c'est de passer le moins de temps possible devant l'ordinateur. Fait que, tu sais, maintenant, je donne beaucoup de retraites. Et les retraites, je suis zéro devant un ordi. Je suis avec un groupe. On est dans les oasis. On tripe, on a du fun. Et donc, tu sais, maintenant, moi, j'essaie de faire... Mon nouvel horaire, maintenant, là, c'est pas mal. J'essaie de faire tout ce que j'ai à faire devant un ordi en 1h30, là, en termes de courriel, puis de travaux vraiment sur l'ordi, 1h30 par jour, max. Puis le reste, ben, dans le créatif, ça dépend. Comme là, un podcast avec toi, vu que tu es en France. Non, tu n'es pas en France, tu es au Maroc, je pense, si je me rappelle bien. Ouais. Donc là, on n'a pas le choix. Donc là, je vais le faire. Dans le créatif, des fois, je vais être sous forme de vidéo, mais même souvent, la plupart de mes vidéos, j'ai filme en nature. Je m'en vais marcher dans la forêt, je m'en vais marcher dans la montagne, sur le bord d'un lac, puis je filme mes vidéos là, au lieu d'être dans un studio. Fait que, tu sais, dans ce sens-là, là, je travaille moins, puis en plus, je suis presque toujours en train de faire dans un environnement qui me plaît beaucoup, là, c'est-à-dire dehors ou dans les oasis, des trucs comme ça. Et les oasis, tu nous as pas défini ce que c'est? Oui, l'idée des oasis au départ, c'était ce qu'on réalisait, c'est qu'en plus du bâtiment écologique, on voulait créer un style de vie écologique. C'est-à-dire plusieurs personnes qui habitaient ensemble. Tu sais, prendre une maison qui est une maison unifamiliale, puis au lieu qu'il y ait juste 2 personnes qui habitent dedans, on la rénove d'une manière où est-ce qu'elle puisse accueillir confortablement et dans le plaisir 8, 10 personnes. Et là, on avait un cuisinier ou une cuisinière sur place qui faisait de la bouffe bio locale pour tout le monde. Et on partageait les voitures électriques qui étaient connectées avec la maison, je sais qu'en France, les voitures électriques, bon, c'est un peu plus discuté, tout ça, mais au Québec, nous, l'électricité, elle est faite de manière écologique, vraiment plus que tout le reste. Fait que les voitures électriques au Québec, c'est un no-brainer là, en termes environnementaux, c'est vraiment exceptionnel parce que nous, on n'a pas de... On crée toute l'énergie avec l'hydroélectricité. Donc c'est pour ça. Donc, ce mix-là faisait comme si c'était un style de vie écologique qu'on voulait créer et non pas juste le bâtiment qui était quand même limitant parce que la bouffe, c'est une grosse partie, la nourriture, c'est une grosse partie. L'habitat, c'est une grosse partie, puis le transport, c'est une grosse partie. Donc, ces trois-là ensemble, on essayait de faire un package. Fait que ça, on l'a fait pour que les gens puissent habiter en long terme à ces endroits-là. Mais un des projets, pendant qu'on le construisait, on a été approché par un centre de spa, là, santé, qui s'appelle le Spa Eastman, qui est un centre de retraite où est-ce qu'il y a des retraites de développement personnel, de n'importe quel sujet écologique ou de croissance personnelle. Et on a été approché par eux parce qu'on était leurs voisins. Puis ils nous ont approchés pour dire « Hey, est-ce que vos oasis pourraient être nos pavillons parce qu'on a besoin de nouvel espace pour loger des gens? » Et donc, on est devenus partenaires et on a construit 3 oasis qui sont devenus comme des centres de retraite. En fait, ils se sont joints à un centre de retraite. Fait que c'est comme hôtelier, centre de retraite maintenant. Fait que c'est pour le court terme. Ce qui remplissait aussi notre mission parce que là, il y a des milliers de personnes qui ont la chance d'habiter dans des bâtiments vraiment sains, écologiques, autonomes, voir c'est quoi une serre d'abondance, tous ces concepts-là, en y vivant juste 3 jours, 5 jours, 10 jours. Mais quand même, ça sème la graine de qu'est-ce qui est possible. Fait qu'on est très heureux avec ce projet-là également. Alors, c'est quoi les prochains goals pour toi, s'il y en a, les prochains mois, les prochaines années? Qu'est-ce que tu prévois? C'est quoi
Je sais pas s'il y a quelque chose de prévu, mais en tout cas, Oui, 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 non, tout c'est à quoi la fait. suite? Premièrement, donc, tu sais, c'est ça. Après avoir parti de zéro, avoir eu une belle explosion, avoir frappé multiples murs pendant la COVID et avec l'augmentation des coûts de la construction, et avoir frappé mon mur personnel qui était comme, OK, j'ai tripé à travailler à fond comme ça, mais là, j'ai le goût d'un beau lifestyle autour de mon œuvre que je veux continuer à faire. Et donc là, je vois quelque chose de beaucoup plus équilibré. C'est sûr qu'une des choses qui a changé, tu es au courant aussi, c'est que la possibilité d'automatiser les choses est infiniment plus grande aujourd'hui qu'en 2014, 2015, 2016 dans nos débuts. Je pense, toi, c'est dans ces moments-là aussi que tu commençais en ligne, si je me rappelle bien. Euh, donc, les possibilités sont beaucoup plus présentes présentement. Et donc, là, j'ai le goût là, que ce soit plus simple, qu'il y ait des marges de profit plus intéressantes pour m'enlever. Là, je suis vraiment en mode, j'ai moins le goût là, du stress. On va faire faillite dans 2 mois si on ne règle pas telle affaire. Qui fait partie de l'entrepreneuriat. Je veux dire, ça fait partie. Il y a une raison pourquoi il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui survivent dans le long terme. Là. C'est pas facile de constamment s'adapter aux changements extérieurs. Nous, ici, je ne sais pas si vous, comment ça fonctionne où tu habites, mais le Canada est un des grands. Notre lien commercial avec les États-Unis est immense. Et depuis les tarifs, c'est en train de tout changer ici, là, parce que là, c'est comme des tarifs de 25, 50, 100% sur des deux sens. C'est les guerres commerciales, littéralement, avec notre plus gros partenaire qui est juste à côté, qui est le voisin. Donc, c'est ça l'entrepreneuriat. Il y a les choses changent, le monde change constamment, il faut s'adapter, tout ça. Et je le comprends et je suis prêt à faire ça, mais j'ai le goût de le faire avec moins sur le edge que Mm. j'étais avant, où est-ce qu'on pousse la machine, puis on est tellement motivé, puis c'est pas grave si on plante, puis tout ça. Là, c'est comme, OK, un petit peu, on va se calmer, plus grosse marge de profit. Si jamais ça va moins bien, on réduit les dépenses tout de suite. On n'attend pas un an, là, puis d'avoir accumulé des dettes et tout ça. On remonte la pente, parce qu'encore aujourd'hui, on a encore certaines dettes de la COVID qu'on est en train de remonter. Et donc, plus dans la simplicité, toujours dans le plaisir, toujours la même vision, les mêmes objectifs de répandre cette information-là. Toutes les oasis sont terminées maintenant, c'est derrière nous. Fait que là, c'est juste de les rouler. Donc, trouver des gens qui ont le goût d'habiter long terme à l'Oasis Sutton et louer en court terme à l'Oasis Eastman. Donc, ça, c'est quelque chose qui se fait. Il y a un certain succès, fait que c'est relativement facile. Et moi, en termes de montant, où est-ce que j'ai le goût vraiment de l'investir, c'est comme je t'ai mentionné, donc beaucoup de temps en création de vidéos, mais dans un contexte le fun. Je veux pas être dans un studio, pas de fenêtre, fermé avec des gros éclairages puis du Wi-Fi partout. C'est comme, je m'en vais avec mon cellulaire en montagne puis je fais des vidéos sur les sujets qui me passionnent. Fait que ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que je fais énormément de retraites dans les oasis, à l'Oasis Eastman. Donc, je fais des retraites sur, on a une autre section associationnelle qui s'appelle Crée la vie qui t'inspire. Donc, je fais des retraites sur ces sujets-là. Donc, une par mois de 5 jours à peu près. Ça, j'adore ça, faire ça, puis je veux continuer à faire ça. Là-bas, on mange bien, on est dans un bel environnement, puis on est en petits groupes, 20, 25, 30 personnes. C'est vraiment le fun. Et puis là, je viens juste de m'acheter. Moi, j'ai vécu en co-living toutes ces années-là. Hein. J'ai toujours vécu dans les concepts qu'on faisait dans les oasis avec d'autres gens. Et là, je viens juste d'acheter une maison. Je deviens propriétaire le 15 août, donc dans quelques jours, qu'on va signer final avec mon amoureuse. Puis là, on commence l'aventure familiale aussi. Donc, c'est pour ça aussi que je veux travailler moins. On va avoir un enfant et bâtir plus un petit peu autour de la communauté là-bas dans un petit village qui s'appelle Val-David, qui est très familial, justement, qui est très le fun à ce niveau-là. Fait qu'on commence une nouvelle aventure au niveau familial avec mon amoureuse aussi. Magnifique, magnifique, magnifique. Une époque, une époque, une période un peu plus centrée sur toi et ta petite famille, tes proches. Exact. Francis, si c'était à refaire, tu le referais? Ah oui. Ah oui, ça, c'est sûr que je le referais. Je le referais tu sais, les murs qu'on frappe sont très difficiles lorsqu'on les frappe. Comme par exemple, il y en a un que je n'ai pas mentionné, mais à cause de la COVID, on était en train de construire les oasis et les banques ne prêtaient pas d'argent. Et à cause de la COVID, ils ne prêtaient pas d'argent pour ce qui était hôtelier, à cause que c'était trop risqué. Et donc, il a fallu littéralement, là, il y a un jour où est-ce qu'on avait une semaine pour trouver 3 millions de dollars
à un moment dans notre vie où on ne savait même pas c'était quoi 1 million de dollars. Tu sais, tu comprends? C'était même pas là, des chiffres qu'on connaissait vraiment dans notre univers à nous. On n'avait même pas un chiffre d'affaires qui était dans ce range-là. Puis un chiffre d'affaires, là, pas des revenus ou pas des profits. Là, tu sais. Et, euh, et on l'a trouvé. On a trouvé, écoute, à force d'appeler des gens qu'on connaissait qui avaient de l'argent, on a trouvé quelqu'un qui pouvait nous prêter 3 millions de dollars. Et ça l'a tellement comme créé l'ouverture dans le temps. Fait que là, à force d'être proche de faire faillite, puis de ne pas faire faillite, à force de devoir trouver de l'argent et de croire que c'est impossible, puis de le trouver, les portes que ça a ouvert dans mon esprit font que je sais que, tu sais, comme présentement, je ne suis pas tant motivé par faire un gros projet. Fait que c'est pas ça qui est là dans mon cœur présentement, et donc je ne le ferai pas. Mais le fait de savoir que quand tu veux, puis que tu es prêt à faire ce qu'il faut pour, c'est possible, je trouve que ça a beaucoup de valeur. Puis je pense que, tu sais, on peut le dire en mots comme ça, mais quand tu l'as vécu, ça rentre plus dans le corps puis dans les cellules. Et donc, tu sais, pour moi, oui, ça a été challengeant. Il y a eu plusieurs années très challengeantes autour de ça. Mais les apprentissages qu'on a faits, puis ce que ça a créé à l'intérieur de moi, je crois que ça a vraiment beaucoup de valeur, puis je voudrais pas perdre ça définitivement. C'est beau ça, c'est très beau. Si tu devais résumer en quelques mots pour conclure, à quelqu'un qui hésite à se lancer, à se reconvertir, à, Mm. qui voit le grand saut à faire, qui voit Mhm. le vide en dessous, l'inconnu, ce que tu as amené, l'entrepreneuriat, qu'est-ce que tu dirais à cette personne? Je dirais, moi, à cette question-là, c'en est une vraiment bonne. Je propose toujours à la personne de vraiment prendre le temps de voir son why, hein, son pourquoi, jusqu'à quel point elle est motivée. Parce que je crois que c'est important de comprendre dans quoi on s'embarque. Parce que si c'est quelqu'un que sa motivation n'est pas si élevée que ça, et que le confort et la sécurité, c'est la chose la plus importante pour elle, l'entrepreneuriat, je ne crois pas que c'est pour tout le monde. Je crois que c'est accessible à tout le monde qui le veut, mais je ne crois pas que c'est pour tout le monde en termes de mindset puis en termes de désir. Comme tu sais, moi-même, présentement, je n'aurais pas le goût de me lancer dans un gros projet, pas parce que je ne suis pas capable, juste parce que ce n'est pas cette étape de vie-là. Fait que juste clarifier vraiment, c'est quoi le pourquoi? Est-ce que je suis vraiment drivé par ça? Puis est-ce que je suis conscient qu'il va y avoir des épreuves, mais que si je veux, je peux les traverser, mais qu'il va en avoir? Et si la réponse à ça, c'est oui, s'il y a une vraie motivation, puis que je suis prêt à mettre de côté un peu mon confort ou ma sécurité, puis de dire, hey, il va en avoir des challenges, puis on va trouver des solutions parce que c'est tellement important pour nous ce qu'on veut mettre de l'avant, là, soit la mission ou le truc qu'on veut amener au monde, eh bien là, foncer à 100%, c'est une aventure qui, tu ne peux pas perdre. Parce que dans le pire des cas, tu vas avoir appris tellement que ça va vraiment valoir l'expérience et l'expertise. Même si ça ne marche pas le projet, l'apprentissage en vaut vraiment l'aventure. Et moi, personnellement, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça aussi. Donc, non seulement l'apprentissage et le plaisir. Sauf que j'ai vu aussi des gens se lancer alors que c'était peut-être pas, tu sais, plus, ça venait un peu plus du mental, là. C'était, il faut que tu sois un entrepreneur ou il faut que, et moins du cœur et moins de la drive qui vient vraiment du bon espace. Puis, malheureusement, les trucs comme les burn-out ou les stress ou l'anxiété qui est trop élevée, ça peut arriver aussi si ça ne vient pas du bon espace. Fait que je trouve que ça vaut la peine de prendre le temps, se poser les bonnes questions, mais lorsqu'on est sûr, foncer, ça le vaut vraiment. Excellent, excellent. C'est vrai que pour les personnes en quête de liberté, je pense que toi, tu avais ce drive aussi fort en quête de liberté, en quête de s'auto-déterminer, on va dire, Mhm. Ouais, de faire soi-même les choses telles qu'on les ouais. entend, telles qu'on les vit. C'est un chemin formidable et c'est un chemin de développement personnel. On parle souvent de développement personnel dans beaucoup d'axes, mais Oui. l'entrepreneuriat est une voie de développement personnel incroyable par rapport à tout ce qu'on traverse, etc. Et comment on grandit là-dedans, c'est fou. Ben, c'est pour ça que moi, je trouve ça tellement beau. Pour ceux qui ont le goût de se lancer et qui comprennent, c'est un accélérateur de croissance personnelle immense. Hmm. Parce que la croissance personnelle, ça prend des épreuves pour accélérer. Si tu veux accélérer ta croissance personnelle, il faut qu'il y ait des épreuves. Tu n'es pas obligé d'attendre que la vie t'en envoie plein. Tu rentres dans l'entrepreneuriat, il va y avoir des épreuves. Ça fait partie du deal.
Et donc, ça peut être, c'est vraiment un accélérateur extraordinaire et très, 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 très puissant. Un grand merci Francis. Franchement, cette discussion, j'imagine que vous, de l'autre côté, vous avez été super inspiré par ce parcours, tout en humilité, tout en up and down, et en même temps, bah, on voit que tu t'épanouis à 300% dans tout ça. Donc, Vraiment. écoute Francis, tu nous as livré tout ça avec le cœur, et j'en étais sûr que ça allait se passer comme ça, donc je suis très heureux de ça. On te souhaite le meilleur, on te souhaite le meilleur pour ta famille, pour la suite. Et puis moi, Ouais. je ne peux que t'inviter à venir surfer quelques vagues à Essaouira. Tu seras le bienvenu quand tu le souhaites, parce qu'il y a des très très bonnes vagues, tu verras. Ah ouais, ok, super. Avec Bon, grand merci. plaisir en tout cas. Merci beaucoup pour merci beaucoup pour l'invitation, premièrement, et merci beaucoup de faire ce podcast-là et d'amener les informations pour les gens qui veulent se lancer, parce que j'avoue, moi, j'avais pas eu vraiment de soutien dans mes débuts et ça aurait été quelque chose qui m'aurait certainement beaucoup aidé. Super. À très bientôt Francis. Bonne Salut. continuation à vous. On se retrouve sur un prochain épisode d'Entrepreneurs du Vivant dès que possible. Ciao ciao. Bye bye. Si cette discussion avec Francis t'a parlé, alors ne la laisse pas juste résonner dans ta tête. Parce que tu sais, il y a deux types d'écoute. Il y a celle qui te fait hocher la tête et il y a celle qui te fait bouger les pieds. Aujourd'hui, la planète n'a pas besoin de plus de spectateurs, elle a besoin de plus d'acteurs. Des hommes, des femmes qui se lèvent, qui prennent leur vie en main, qui utilisent leur énergie, leur créativité, leur savoir-faire pour régénérer le monde autour d'eux. C'est ça notre projet avec Ecopreneur. Et ça commence par toi. Ça commence pas par les politiques, les grosses boîtes, pas par un jour quand j'aurai le temps ou quand telle situation se présentera. Ça commence maintenant avec ce que tu as, là où tu es. Tu peux continuer à attendre le bon moment, tu peux continuer à attendre le moment parfait, où tu peux décider que c'est toi qui vas créer ce moment. Et c'est exactement ce que font les écopreneurs que tu as vus et que tu verras dans ce podcast. Ils transforment leurs convictions en projets concrets, viables, rentables, porteurs d'impact. Ils construisent le monde d'après sans sacrifier leur vie, sans sacrifier leur liberté ou leurs revenus, bien au contraire en développant tout ça. Alors si tu sens cet appel, si tu veux t'entourer, passer à l'action pour de vrai, je t'invite à rejoindre le mouvement Écopreneur et de devenir toi aussi un entrepreneur ou une entrepreneuse du vivant, parce qu'au fond la vraie question c'est pas qui va changer le monde, c'est quand est-ce que toi tu vas t'y mettre. À plus.